William Olivier, d'abord, on va s'arrêter peut-être sur le profil du mis en examen. Que sait-on ? Alors, pas grand-chose. On sait qu'il a 34 ans, qu'il habite chez ses parents à environ 4 km du lieu du mariage. On le disait, il est connu pour des faits de petites délinquances, des petits trafics de stupéfiants notamment, mais il n'est pas inscrit, vous savez, au FIJES, c'est le fichier des délinquants sexuels. Il était présent le soir du mariage. Il était en fait invité par les parents des mariés, puisque c'est un cousin éloigné des parents des mariés. C'est à ce titre, du coup, qu'il n'était pas convié à tout le mariage. Il n'était pas convié au dîner, par exemple. Il était convié au cocktail et ensuite à la soirée. Que sait-on de plus sur lui ? Alors, son avocat a dit qu'il était sans activité. On a pu consulter sa page, son profil Facebook. On apprend qu'il est intéressé par le dressage canin et qu'il a des chiens. Vous savez, c'est comme cela qu'il justifie le fait que la petite Maëlys et une autre fillette sont montées dans sa voiture pour voir s'il avait ramené ses chiens à l'arrière du véhicule. En fait, c'est un profil assez déroutant parce que ses proches, son environnement, ses amis disent à nos reporters sur place qu'il ne faisait pas parler de lui, qu'il était plutôt discret et qu'il ne l'aurait jamais vu enlever une fillette pendant un mariage. Et en même temps, le scénario est extrêmement confondant pour lui. Et puis aussi sa réaction face aux enquêteurs est confondante. Il leur a menti, il leur a caché des choses. Il a nettoyé effectivement cette voiture, sa voiture, le lendemain du mariage. Pourquoi ? C'est toutes les questions aujourd'hui que se posent les enquêteurs. Paul Lefebvre, vous avez une grande expérience des grandes affaires judiciaires. Est-ce que ça vous a étonné qu'il soit relâché après une première garde à vue pour être mis en examen 2 jours après ? Oui, parce que les enquêteurs voulaient se garder un laps de temps suffisamment d'heures pour l'interroger, parce qu'il ne faut pas oublier que les analyses, les prélèvements qui avaient été faits il y a 2-3 jours n'avaient pas encore été communiqués aux enquêteurs. Donc ils essayaient de savoir, ils ont eu raison en la matière, d'avoir les résultats de ces prélèvements pour savoir si cet homme, d'une manière ou d'une autre, était impliqué. Alors, puis pour le confronter aussi à ces... Puis confronter. Alors le problème de savoir... Le deuxième enfant, on ne sait pas d'ailleurs s'il existe ou pas. Je veux dire, s'il existe, il a véritablement participé à la scène. Ce qui est étonnant, c'est embêtant de dire des choses comme ça, mais ça fait maintenant 1 semaine. Si cet homme, qui depuis le début est sous l'œil des policiers, avait enlevé cet enfant, depuis 1 semaine, où serait-elle ? Serait-elle cachée, immobilisée, etc. C'est le problème de toutes ces enquêtes sur les enfants qui sont les plus difficiles à réaliser parce que là non plus, les éléments ne sont pas des éléments directeurs pour les enquêteurs. Donc on cherche dans chaque heure compte. Oui, absolument. Et chaque jour compte, chaque nuit compte, surtout. Et plus on s'éloigne de la date d'événement, dans une affaire comme celle-ci, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est dramatique ce que je veux dire. Mais les enfants, et en particulier les petites filles comme ça, ce sont des proies. Il ne faut pas oublier que même si il n'a jamais attiré l'attention de la justice, un homme peut, quel qu'il soit d'ailleurs, il peut déraper brusquement. On a vu ça dans toutes les affaires qui concernent des enfants depuis des années. Alors, c'est pas très optimiste ce que je vous dis, mais non, vous savez, il y a environ 50 000 enfants qui disparaissent par an. Oui. On en retrouve 1/3 dans les premiers jours, 2e tiers dans les premières semaines, et 3e tiers a disparu. Il y a actuellement 12 ou 13 000, je ne me souviens plus du chiffre, 12 000 enquêtes concernant des enfants en cours. C'est énorme. Ça mobilise énormément de policiers spécialisés. Et il faut beaucoup de chance pour résoudre ces problèmes-là. Je ne suis pas très optimiste ce soir. Non, visiblement. J'espère que les parents ne m'écoutent pas. Non, mais ça peut aussi rappeler peut-être à la prudence chaque jour et chaque instant, finalement. Mais en la matière, qu'est-ce qu'ils ont... Cet enfant était dans un village, tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien. Elle a joué avec d'autres camarades, etc., les chiens, etc. C'est juste la vie. On ne peut pas surveiller, on peut surtout pas reprocher aux parents de ne pas surveiller, c'est normal. Dans une fête pareille, on laisse un peu de tranquillité aux enfants. Bien sûr.
Surtout pas les mettre sur cloche. Ah non. Le fait qu'il soit relâché, effectivement, c'était intéressant ce qu'il disait finalement Paul Lefebvre. La garde à vue légale, c'est de 48 heures. Ça veut dire que les policiers ou les enquêteurs ont joué avec ça ? Alors c'est aussi sur décision du parquet, hein. C'est le parquet qui décide de poursuivre et d'envoyer devant la justice. Si vous voulez, ils étaient un peu sur une ligne de crête en fait. Soit ils prennent la décision de le relâcher, de se garder encore une petite dizaine d'heures pour le réinterroger quand les analyses ADN rentrent. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça a été plutôt bien fait parce que du coup ils ont pu le confronter à ces nouveaux ADN et c'est là où le suspect, lui, a commencé à parler, a reconnu tardivement que effectivement la petite Maëlys était bien rentrée dans sa voiture. C'est ça, il ne faut pas oublier que l'ADN, ça n'est pas une preuve, c'est l'indice que la personne que l'on cherche s'est trouvée à un endroit précis à un moment donné. Voilà. La version de cet homme-là peut être vraie. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça a permis de montrer qu'il avait menti, ou en tout cas qu'il n'avait pas tout dit du premier jet. Mais on parlait, justement, vous parliez des enquêtes un peu spécifiques des enfants disparus, et vous parliez des heures qui comptent. À chaque heure est précieuse dans la recherche d'un enfant disparu. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait revoir des gardes à vue en ce qui concerne des disparitions de mineurs ? Est-ce que pour vous, la garde à vue devrait être prolongée ? Pourrait l'être Pas forcément. Je ne sais pas. C'est difficile de se prononcer sur... Il faudrait étudier l'ensemble des dossiers pour savoir si on a été coincé à un moment ou un autre par... le délai de la garde à vue. La garde à vue. Je ne pense pas, moi, à partir du moment où... Au bout de 24 heures, les enquêteurs ont déjà une idée du climat, du personnage, etc. 24 heures, vous savez, c'est beaucoup. Quand un enfant disparaît pour 24 heures, ça veut dire que soit il fugue, c'est un autre problème, soit il a été entraîné d'une manière ou d'une autre, soit il est accidenté. Il n'y a pas 36 solutions. Dans un cas, au bout de 8 jours, quelles sont les perspectives pour les enquêteurs maintenant ? Je ne sais pas. Pas sûr. Et juste un point peut-être technique. Samedi, on a appris qu'il y avait eu un changement de cadre judiciaire sur cette affaire de la disparition de Maëlys. Oui. Ça veut dire quoi ? Alors en fait, on était en enquête de flagrance jusqu'à présent, jusqu'à samedi notamment, et c'était donc le parquet de Bourgoin-Jallieu qui avait l'affaire. Et donc il y a une ouverture d'information judiciaire, sauf qu'à Bourgoin-Jallieu, il n'y a pas de pôle criminel, et donc c'est parti à Grenoble, à la cour d'appel de Grenoble. Et donc c'est là-bas que maintenant déroule l'enquête. Oui, c'est plus de moyens. Et plus de spécialistes. Plus de spécialistes, voilà. Des spécialistes. La seule question qu'on peut se poser, là, on se posait avec mon confrère, là, c'est pourquoi l'enquête enlèvement, l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Alors, évidemment, il y a un élément qui, comme personne n'a constaté d'une manière précise l'enlèvement. Mais je crois que personnellement, je me pose la question de savoir est-ce que ça, c'est pas une règle un peu coinçante, gênante, parce que l'alerte enlèvement, on s'est rendu compte que ça avait un impact énorme sur les gens et sur ceux aussi qui sont emparés des enfants. Et c'est une mobilisation d'une région, même de la France entière. À partir du moment où nous, les radios, les télés, on annonce ça. Je ne comprends pas très bien pourquoi on se garde cette et pourquoi le dispositif cette fois-ci n'a pas été utilisé. En l'occurrence, la réponse, on l'a dit, hein, elle est assez simple. C'est parce que personne n'a constaté l'enlèvement de l'enfant et que pour déclencher une alerte enlèvement, il y a des critères très précis. Notamment, il faut que ça se soit passé dans les 24 heures. Il faut que quelqu'un ait vu, qu'il y ait un témoignage, en tout cas, qui aille dans ce sens-là. Et là, évidemment, personne n'a vu cette. C'est vrai qu'on ne veut pas gâcher ce système, mais pourquoi pas l'étendre ? C'est la question que vous posez. Mais vous l'avez rappelé, 50 000 mineurs disparus chaque année en France. Et dans certains cas, on parle de disparitions inquiétantes. Comment sont gérées ces affaires spécifiques ? L'enquête signée Claire-Hélène Bousgarou, Alexandra Guillet et Jérôme Marcantetti. Sur ce dossier de disparition, là, qu'on en reparle à la prochaine réunion. Les dossiers de disparition inquiétantes, c'est le quotidien de Philippe Guichard. Les affaires qui parviennent à son bureau de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, sont celles qui ne sont pas résolues. Les magistrats saisis du dossier nous appellent en nous demandant s'il est possible de relire une nouvelle ou dernière fois le dossier
parce que les services territoriaux se sont cassés les dents sur ces enquêtes. Nous, on n'est pas là pour préempter ces dossiers, on est là pour amener une plus-value. En France, 50 000 fugues, dont près de 1200 disparitions d'enfants, ont été signalées en 2016. Il y en a 2, 3, 4 peut-être en moyenne sur une année qui sont vraiment des dossiers problématiques, des dossiers criminels, des dossiers qui peuvent durer. Parmi ces cas emblématiques, celui d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, sur le chemin du retour de l'école. Autre disparition mystérieuse, celle de Lucas Tronche. L'adolescent de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 18 mars 2015. Des affaires très médiatisées qui n'ont pas pour autant permis leur résolution. Car retrouver des enfants qui se sont volatilisés présente de nombreuses difficultés. On ne sait pas où ça s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas se reposer sur quelque chose de précis pour trouver des éléments matériels qui pourraient être décisifs à l'enquête. Trouver de l'ADN ou des empreintes digitales ou tout type d'éléments matériels. Là on ne peut pas, on est obligé d'imaginer ce qui a pu se passer et d'élargir le champ des investigations au maximum. C'est pour ça que ce sont des dossiers très très compliqués à traiter. Autre difficulté, continuer à faire vivre le dossier pour que d'éventuels témoins se manifestent et éviter que l'on classe l'affaire, faute d'éléments. Ce sont les juges d'instruction qui disent stop, parce que sur ce type de dossier, on peut poursuivre les investigations toujours. Bon, simplement, il faut se rendre à l'évidence, à un moment donné, au bout de 30, 40 ans, on n'a plus de chance de trouver l'auteur, donc il faut arrêter. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont solutionnés? Oui, il y en a de temps en temps. On a plusieurs, depuis que je suis arrivé, ça fait 3 ans et demi, qui ont été solutionnés, même longtemps après, avec des éléments qui sont apparus tardivement dans l'affaire. L'espoir est un élément essentiel du métier. Philippe Guichard et ses équipes comptent tout faire pour finir par résoudre la douzaine d'affaires en cours sur lesquelles ils travaillent. Paul Lefebvre, est-ce que pour vous, une enquête qui concerne un enfant disparu est à part? On la traite différemment? Oui, parce que le comportement d'un enfant est évidemment différent du comportement d'un adulte. Alors, d'abord, les causes de l'enlèvement ne sont pas les mêmes. Les causes d'enlèvement d'un adulte homme, les causes d'enlèvement d'une femme adulte, mais un enfant, ce que je dis tout à l'heure, avec un mot brutal, un enfant c'est une proie d'une manière ou d'une autre. Donc qui veut la proie? Comment est-elle devenue une proie? Alors ces recherches dans l'environnement pour comprendre ce raisonnement-là, il faut d'abord comprendre le raisonnement pour essayer de savoir où se trouve ensuite l'enfant. C'est très délicat, très difficile, surtout tous ces policiers-là. Alors évidemment, il y a les battus, les choses comme ça, c'est très très bien. Mais ça n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comprendre pourquoi l'enfant, dans quelles conditions l'enfant a pu être devenir une proie. Imaginons dans une fête comme ça, où il y a un peu d'alcool, où c'est la fête, etc., les petites gamines, etc., etc. À un moment ou un autre, on peut imaginer, je ne dis pas que c'est la vérité, que quelqu'un a été submergé par une pulsion quelconque. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, dans 80% des cas, c'est ça. Dans plus de 90%, je crois, pas me tromper, on ne retrouve pas. Bon. Donc c'est très difficile. Oui. Donc pour l'heure, l'enquête continue pour la recherche de Maëlys, effectivement. Et à quoi ont ressemblé les jours, les heures qui ont précédé l'annonce de la disparition pour Maëlys? Visiblement, là, le dispositif a tout de suite été très, très important. Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'enlèvement, de la piste criminelle, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans les premières 24 heures, cette piste criminelle est une piste parmi d'autres. Ça peut être aussi une fugue, ça peut être un accident, il y a des plans d'eau à proximité, voilà. Donc, ce qui est important au début, c'est effectivement les recherches. C'est pour ça que les battus, c'est important. C'est important pour bien fermer des portes très rapidement. Et puis, l'autre élément très
très important, c'est d'interroger tout l'environnement, ne serait-ce que pour constituer une documentation et écrire des procès-verbaux, des interrogatoires, pour qu'au fil des années, derrière, eh bien, on puisse confronter les déclarations d'un tel avec un tel, et donc mettre la pression sur des témoins, sur des potentiels suspects, pour qu'à un moment donné, alors ça peut prendre des semaines, des mois, des années, l'affaire Grégory, on n'est toujours pas sorti, c'en est un exemple, mais en tout cas, il y a cette base qui permet de confronter et de trouver de potentiels suspects. Donc c'est extrêmement complexe. Merci en tout cas pour vos analyses. On va passer à un sujet beaucoup plus léger, c'est l'œil sur l'actualité de